Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Et nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du changement climatique en Afrique, car les chiffres sont vraiment effrayants. La fréquence de la sécheresse en Afrique subsaharienne est en hausse depuis 1980 et les inondations ont provoqué la propagation du paludisme, de la dengue, d'Ebola et de nombreuses épidémies. En outre, le dérèglement climatique a provoqué plusieurs pénuries alimentaires qui ont entraîné la mort de plus d'1 700 000 personnes en Afrique. De plus, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 50% depuis 2012. Enfin, l'Afrique perd de 5 à 15% du taux de croissance par habitant, tout cela à cause des changements climatiques. Bien évidemment, le Maroc n'échappe pas à ce phénomène. Ces dernières années, il a particulièrement été touché par ces changements climatiques. Le manque de pluie a provoqué la plus grande sécheresse en 30 ans et les réserves d'eau du Maroc ont atteint leur plus bas niveau depuis 40 ans, et ce malgré la construction récente de 15 moyens et grands barrages, dont le taux de remplissage ne dépasse même plus aujourd'hui la barre des 25%. Ajouté aux pénuries alimentaires et à l'inflation due à la guerre en Ukraine, cette sécheresse a fait chuter le taux de croissance du Maroc de 8% l'an dernier à 1,3% cette année. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous reviendrons sur les mesures prises par le Maroc et la communauté internationale face à la crise climatique. Nous verrons ce qu'il faudrait faire à court et à long terme et si les actions menées par les États-Unis et la communauté internationale pour lutter contre ce phénomène sont suffisantes. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts, une américaine et un marocain. Avec nous sur le plateau, Madame Bonnie Glick, directrice du Crack Institute for Tech Diplomacy de l'Université Purdue dans l'Indiana. Il s'agit d'un institut spécialisé dans la relation entre la diplomatie et la technologie. Elle a été vice-présidente de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, sous la présidence Trump. Également avec nous, via Zoom, le professeur Driss Cherkaoui, professeur d'études arabes à l'université William & Mary, où il enseigne la langue et la littérature arabe. Il est également directeur du Arab American Language Institute d'études maghrébines à Tanger. Soyez les bienvenus. Alors, avant de commencer avec vous, je vais tout d'abord donner la parole à notre chroniqueur Mark Feifli. Bonjour Mark. Comme vous venez de l'entendre, les changements climatiques sont à l'origine de sécheresse, d'inondations, de maladies et de malnutrition en Afrique. Il existe une relation étroite entre ces crises et les problèmes politiques. De plus, le budget d'urgence consenti par la communauté internationale pour l'aide alimentaire et pour les réfugiés a besoin d'être revu à la hausse. Il faudrait des milliards de dollars supplémentaires pour aider l'Afrique à surmonter les conséquences du changement climatique. Alors, pensez-vous que la communauté internationale soit en mesure de relever ce défi? Well, I think the unfortunate answer is that much more needs to be done. Je pense que la réponse, malheureusement, est qu'il reste encore beaucoup à faire. Le financement est absolument nécessaire car de nombreux pays sont confrontés à leurs propres défis en raison des effets du changement climatique, de l'inflation et de la possibilité de faire face à une récession économique, ce qui signifie qu'il est difficile de fournir des financements. Cela nécessitera d'abord de combiner des politiques qui réduisent durablement le dioxyde de carbone dans l'atmosphère
sphère terrestre, ainsi que la diversification des sources d'énergie et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles en utilisant des énergies renouvelables. Deuxièmement, à court terme, la communauté internationale doit collaborer pour approvisionner d'autres pays d'Afrique ou d'autres régions, ce qui est difficile à un moment où les efforts mondiaux se concentrent sur le conflit en Ukraine. Des milliards de dollars sont déversés pour aider l'armée ukrainienne alors que d'autres pays sont confrontés à une situation difficile sur le plan international. Il faut donc mener une action collective comme celle que les États-Unis ont menée au début du siècle avec l'initiative présidentielle pour l'environnement qui a eu un impact non négligeable grâce à l'implication personnelle du président américain. Je ne sais pas si le président Biden est personnellement impliqué sur le sujet, peut-être bien que oui dans une certaine mesure, mais pas au niveau requis. L'initiative mentionnée auparavant impliquait la gestion présidentielle d'une urgence à laquelle le Congrès des États-Unis s'intéressait. Nous avons aujourd'hui besoin de la même combinaison pour cette question s'impose comme une priorité, même si je pense qu'elle n'occupe pas actuellement la place qui lui revient tant au niveau international que local. Nous venons d'entendre quelques rappels historiques très utiles de notre chroniqueur Mark Pfeifly. Merci infiniment, Mark. Bonnie, vous étiez probablement dans l'administration Bush lorsque l'initiative de soutien présidentiel a été annoncée, et je pense que c'est une référence importante sur le dilemme du changement climatique. Mark a signalé un point très important. Permettez-moi de vous poser la même question, mais sous un angle différent. Aux États-Unis, certains dirigeants du Parti républicain ne croient pas que le changement climatique soit réel. Et Mark a déclaré que les États-Unis doivent avoir la volonté politique et le soutien du Congrès et de la présidence des États-Unis pour faire face au changement climatique. Alors, craignez-vous que les responsables américains refusent d'aider l'Afrique sur ce volet? Adam, I don't have a crystal ball. Will divided government lead to a movement that will not be supportive Adam, of je n'ai pas de Africa baguette magique. Ce gouvernement divisé va-t-il restreindre l'aide destinée aux pays africains pour faire face à la sécheresse et aux autres conséquences de la crise climatique? Je peux presque vous assurer qu'il ne pourra pas se le permettre. Les États-Unis sont la nation la plus généreuse de l'histoire du monde et de tous les temps. Les Américains n'ont jamais renoncé à soutenir les nations en difficulté. Et je crois que non seulement le peuple américain, mais aussi le gouvernement sera à la hauteur du défi. Je suis bien d'accord avec vous, mais j'espère aussi, comme vous l'avez dit, que le soutien à ces pays nécessiteux sera décidé conjointement par les deux partis. Et j'espère que vous avez raison quand vous dites que ce soutien transcende les affiliations partisanes dans notre pays. En septembre dernier, une conférence ministérielle africaine sur l'environnement s'est tenue à Dakar, au Sénégal, en présence de l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry. Il y a promis le soutien américain aux pays africains pour faire face aux répercussions du changement climatique dans le cadre d'initiatives visant à remédier à la pénurie d'eau, aux affres du climat et aux crises agricoles. Lors de cette conférence, la ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Ben Ali, a déclaré que des milliards de dollars sont nécessaires pour aider les pays à faire face aux répercussions du changement climatique. Elle a dit à John Kerry que le plus important est la présence de financement des banques multilatérales de développement privées et gouvernementales. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne? Quels sont ces acteurs privés et gouvernementaux évoqués par la ministre marocaine? Et de quelle marge John Kerry dispose-t-il pour cette aide? So Minister Ben Ali, I think, says a very important thing, and it sends a signal as well to international markets.
Je pense que la ministre Ben Ali a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important en envoyant un message à la communauté internationale sur ce qui est primordial, c'est-à-dire le financement gouvernemental des institutions internationales multilatérales et des donateurs individuels. C'est important, mais pour que cela se produise et perdure, car il s'agit de la constance d'un programme de développement, il faut avoir une source permanente de financement pour couvrir les programmes d'infrastructure et sur ce point, l'importance du secteur privé est cruciale. Celui-ci ne cesse de chercher les accords qui lui permettent de réaliser une équation gagnant-gagnant où il y a un retour sur investissement en échange de l'appui et au développement durable qu'il apporte, comme le stipulent les programmes des Nations Unies. L'équation gagnant-gagnant, c'est exactement ce que voulait dire la ministre Ben Ali lorsqu'elle parlait du cofinancement. Belt and Road is a big subject, right? China spending Nous avons beaucoup évoqué dans le cadre de cette émission l'initiative de la ceinture et de la route, qui est un projet chinois de dimension mondiale. La Chine dépense des centaines de milliards de dollars, dont beaucoup en Afrique, dans des projets tels que les ports, les mosquées et d'autres infrastructures. Verrons-nous, selon vous aussi, les Chinois investir dans des programmes climatiques? Si la réponse est négative, pourquoi? Y a-t-il un moyen pour que les Africains réussissent à attirer les Chinois dans des programmes environnementaux? Restez avec nous, nous essaierons de répondre à toutes ces questions après une courte pause. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet porte aujourd'hui sur les conséquences du changement climatique sur le Maroc et l'Afrique et sur ce que la communauté internationale peut faire pour résoudre ce problème. Avant la pause, j'ai interrogé Bonnie Glick sur les investissements chinois en Afrique et plus particulièrement par rapport à ces questions environnementales dans le but de savoir dans quelle mesure l'Afrique pouvait pousser la Chine à investir pour la protection de l'environnement. Adam, you ask such an important question that's vital for people around the world to understand, particularly as it relates to... Adam, vous venez de me poser une question très importante et vitale pour tous les peuples du monde, d'autant qu'elle est liée au changement climatique mondial. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, l'accent doit être mis uniquement sur les besoins et perspectives d'avenir. Cela nécessite une certaine implication internationale, des investissements, une coopération et une coordination à l'échelle mondiale. Quand on parle de chocs environnementaux, cela affecte les économies partout dans le monde, d'où la nécessité que les grandes puissances économiques soient engagées dans ces efforts, surtout le pays le plus pollueur du monde, à savoir la Chine. Ce sont surtout les pays occidentaux qui se soucient du changement climatique, tandis que la Chine garde le silence sur cette question et continue d'adopter des politiques industrielles polluantes. D'ailleurs, ce n'est un secret pour personne que le projet de la ceinture et de la route est loin de cette question. Et loin de cette question environnementale et de ses conséquences pour les pays africains. Il ne s'agit pas de traiter du développement durable de l'Afrique du point de vue chinois. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la Chine et sa montée en puissance en tant qu'économie mondiale. Parfait. Passons maintenant à notre second invité, Driss Cherkaoui. Je vous remercie, Driss, d'être parmi nous aujourd'hui. Le Maroc a été fortement affecté par les changements climatiques. Le roi Mohamed VI a parlé de la pénurie d'eau au Maroc lors de l'ouverture de la session parlementaire d'automne. Le souverain a appelé à des projets plus ambitieux pour conserver et recycler l'eau. Je vous propose de l'écouter. Mesdames, Messieurs, le Maroc n'est pas le seul pays touché par la sécheresse et la rareté des ressources hydriques. Sous l'effet du changement climatique, ces deux problèmes sévissent désormais à l'échelle de toute la planète.
L'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernements, institutions et citoyens. Il exige de nous un devoir de vérité et de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'elle révèle. De fait, le Maroc se trouve désormais en une situation de stress hydrique structurel et la seule construction d'équipements hydrauliques, si indispensable et importante soit-elle, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Nous appelons donc à un traitement diligent de la problématique de l'eau dans toutes ses dimensions et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale. Alors que pensez-vous de cet extrait du discours royal et de cette sonnette d'alarme tirée par le souverain ? Sa Majesté le roi Mohamed VI a déclaré que le Maroc traverse actuellement la période la plus sécheresse, la plus intense qu'il ait connue depuis plus de 3 décennies. Afin de remédier à cet état de fait, Sa Majesté le roi a adopté dès le mois de février dernier, dans le cadre du plan de lutte contre les effets de la sécheresse, des mesures d'anticipation visant à garantir la disponibilité de l'eau potable, à soutenir les agriculteurs et à préserver le bétail. Conscient que la sécheresse est un phénomène structurel dans notre pays, Sa Majesté le roi a attaché une importance capitale à la problématique de l'eau sous tous ses aspects. À cet égard, le souverain a consacré plusieurs séances de travail à l'examen de cette question qui ont abouti à l'élaboration du programme national prioritaire de l'eau 2022-2027. Qui plus est, Sa Majesté le roi a poursuivi avec constance et détermination la politique de construction des barrages. C'est ainsi que plus de 50 nouveaux ouvrages de grande ou moyenne taille ont été érigés et que 20 autres sont en cours. Merci, Monsieur Cherkaoui, pour cet excellent éclairage. Bonnie, comme nous l'avons entendu, le Maroc souffre d'un manque d'eau. À ce propos, permettez-moi de vous lire l'extrait d'un nouveau rapport de la Banque mondiale qui traite de la crise du changement climatique au Maroc. Je cite, « Le Maroc fait partie des pays les plus touchés au monde par le stress hydrique. Les événements récents ont montré que les solutions techniques ne suffisent plus à protéger l'économie contre les chocs climatiques et soulignent la nécessité d'adopter des politiques complémentaires, telles que celles décrites dans le nouveau modèle de développement qui permettrait de tenir compte de la véritable valeur des ressources en eau et d'encourager des usages plus efficients et plus raisonnés. » Fin de citation. Alors vous savez que l'eau est une ressource au même titre que le pétrole et que tout ce qui possède une valeur intrinsèque. Donc, ce que la Banque mondiale veut dire, c'est qu'il faut mettre un prix sur cette ressource vitale qu'est l'eau si on veut bien la gérer. Alors je voudrais vous demander, qu'est-ce que cela implique pour le peuple marocain? Devra-t-il se résigner à vivre avec des politiques de rationalisation de plus en plus strictes? Et le gouvernement devra-t-il un jour subventionner cette ressource au même titre que le pétrole? Adam, en fait, vous avez posé des questions très importantes. L'idée de limiter l'usage de l'eau ne profitera pas au peuple marocain, ni ne portera ses fruits. Et cela est valable partout dans le monde. Le processus de restriction de cet usage, en s'appuyant sur des programmes mis en œuvre par le gouvernement, peut être une source d'instabilité, ce que le Maroc ne veut pas absolument. Le Royaume récolte les fruits d'une longue et riche expérience institutionnelle grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sans lui, l'accord d'Abraham entre le Maroc et Israël ne serait jamais advenu. Je vais vous expliquer une chose. Israël, avec lequel le Maroc a normalisé ses relations il y a 2 ans, est le pays le plus avancé au monde en matière de technologie de l'eau et c'est là qu'on voit l'importance des accords d'Abraham.
En fait, un pays comme Israël, situé au milieu des régions arides, a transformé le désert en verte prairie. Selon la Banque mondiale et les Nations unies, Israël est un modèle de leadership mondial en matière de recyclage et de réutilisation de l'eau, avec un taux de 90% de traitement des eaux usées. Il faut savoir qu'après avoir pris une douche à Tel Aviv ou à Jérusalem, l'eau que vous utilisez va servir à arroser des arbres dans le nord du pays ou dans des fermes du désert du Negev. Alors, oui, au Moyen-Orient, l'eau peut apporter la paix. Israël a actuellement un surplus d'eau. C'est un pays aride avec un excédent d'eau qu'il exporte vers ses voisins. C'est vraiment impressionnant. La technologie utilisée pour purifier l'eau en Israël est l'une des clés de la coopération entre le Maroc et Israël dans ce domaine, de partenariat, de coopération et d'échange. Toutes ces données positives, issues des accords d'Abraham, contribueront à pousser Israël à présenter ses acquis dans le domaine de l'eau au Maroc, mais aussi à les exploiter dans toutes ces régions. Pour résoudre le conflit au Moyen-Orient, on parlait jusque-là d'accords fondés sur le principe de la terre contre la paix. Mais vous avez inventé un nouveau concept, l'eau contre la paix. C'est peut-être ce qui peut renforcer les accords d'Abraham. Regardez, le Maroc est l'un des pays les plus touchés par la sécheresse. Et on retrouve de même l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite. Alors, permettez-moi aussi d'évoquer la question de l'énergie verte, constitue un volet essentiel de la politique climatique, économique et énergétique du Maroc. Je fais référence au développement de l'énergie solaire, de l'exploitation de l'énergie éolienne et de l'énergie hydraulique à travers les barrages. Alors, pouvez-vous nous parler de ce que le Maroc a fait dans ce domaine et comment cela contribue-t-il à faire face à la crise climatique ? So, Adam, the question about Morocco's role as a climate leader for clean energy. Adam, parler du rôle de leader et de pionnier du Maroc dans le domaine de l'énergie propre est un point extrêmement important, car grâce à une position stratégique unique et à un potentiel solaire et éolien, grâce aussi à sa filière hydraulique, qui sont toutes des sources d'énergie propre, le Royaume est placé dans une position très privilégiée. Sa Majesté a mentionné les nombreuses façons de traiter entre le Maroc et les grandes entreprises énergétiques du monde, afin de bénéficier de cette technologie d'énergie propre qui profitera au marché du travail et à l'économie marocaine. Et donc, c'est un modèle multi-bénéfices dans le domaine du développement. Les précédents sommets climatiques étaient obsédés par la réduction de l'utilisation de dioxyde de carbone afin de contrôler la température de la Terre. Mais même si nous supposons que la température de la Terre n'augmentera pas, ce qui est peu probable car les dommages en Afrique se sont produits, permettez-moi de vous poser la question suivante. Vous avez suivi le sommet des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte. Que pensez-vous des résultats de ce sommet et croyez-vous que sa tenue en Afrique permettra d'envoyer un message au monde pour faire face aux dégâts climatiques causés sur ce continent? Adam, it's a loaded question on so many levels, but it's really important for us to address. I'm thrilled that COP27 is being hosted by Egypt in Sharm el-Sheikh. I think it sends a very important message to global climate leaders. Adam, je pense que c'est une question à plusieurs niveaux en fait, et je pense qu'elle mérite une réponse bien dosée.
Je suis heureuse que le sommet des Nations Unies sur le climat ait été organisé dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte, ce qui envoie un message clair aux responsables de la politique climatique, car la COP27 s'est tenue dans une zone désertique. Il est également très important pour un pays leader en Afrique d'accueillir un tel sommet. Mon grand espoir est que l'attention aura été portée sur les réalisations et les besoins futurs des pays en développement et aura permis de montrer le rôle de la Chine en tant que l'une des plus grandes puissances polluantes au monde. Environ 60 à 80% des taux de pollution proviennent des plus grandes économies et la Chine reste la source la plus polluante au monde. L'Afrique, elle, a subi la plus grande part des dégâts climatiques, comme vous l'avez mentionné, et le monde se préoccupe des relations entre les Africains et la Chine parce que Pékin ne se soucie que de la richesse du continent africain. Chers téléspectateurs, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Alors, pour conclure sur toutes les choses pertinentes qui ont été dites aujourd'hui, je dirais qu'il s'agit de sujets très complexes, mais pour moi, la chose la plus évidente est que la crise climatique est réelle. Et nous le voyons tous les jours en Afrique, où des gens meurent de faim ou sont victimes d'épidémies. De même, les prix augmentent et les économies et gouvernements ne sont pas épargnés. Donc, ce sommet sur le changement climatique a été l'occasion pour les dirigeants africains de s'unir et de faire comprendre au reste du monde qu'il a une responsabilité par rapport à ces dégâts, mais aussi pour prévenir ce qui peut encore arriver en Afrique. Je tiens à remercier mon invité Bonnie Glick. Je remercie également Mark Feifly et Driss Cherkaoui. Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. And look forward to seeing you at another episode in Al Liqa.